L'étrange cas de Mel's Hall. D'après un podcast de Bedtime Stories. Depuis des décennies, les chercheurs en paranormal entendent parler d'une étrange anomalie nichée dans les collines du centre de l'État de Washington. Un trou si profond qu'il engloutirait tout ce qu'on y jette et qui semblerait posséder des pouvoirs surnaturels. À la fin des années 90, un homme du nom de Mel Waters s'est manifesté en affirmant être le propriétaire du terrain sur lequel se trouvait ce puits sans fond. Mais après avoir rendu son histoire publique, il se serait retrouvé au cœur d'une conspiration impliquant les hautes sphères du gouvernement américain. Une affaire qui aurait finalement mené à sa disparition. Alors, tout cela n'était-il qu'un canular ? Ou y a-t-il quelque chose de plus derrière l'étrange affaire de Mel's Hall ? L'humanité a toujours été fascinée par ce qui se trouve sous ses pieds. L'existence de cavernes naturelles, de puits et de gouffres n'a fait qu'alimenter cette obsession au fil des millénaires. Avec le temps, certains ont commencé à théoriser qu'il pouvait exister des trous dans la terre si profonds qu'ils mèneraient vers un autre lieu, ou peut-être même vers un autre temps. Dans l'ancienne Hiérapolis, en Turquie actuelle, se trouvait un temple connu sous le nom de Ploutonion, que les prêtres de l'époque considéraient comme l'entrée d'une caverne menant au monde souterrain. On disait que tout homme qui s'en approchait tombait raide mort sur le champ, et même les oiseaux qui volaient trop près s'effondraient au sol, morts avant même de l'avoir touché. Pendant longtemps, le Ploutonion fut le théâtre d'étranges sacrifices d'animaux, lors desquels des prêtres plaçaient les bêtes près de l'entrée de la grotte, puis se contentaient de reculer pendant qu'elles mourraient dans l'air toxique. On raconte aussi qu'un gouffre légendaire se trouvait au centre du château de Huska, une forteresse sinistre du XIIIe siècle située non loin de Prague. Pendant des siècles, des rumeurs ont circulé selon lesquelles ce château, dressé au milieu d'une nature pourtant sans particularité, n'aurait été construit que pour empêcher les gens d'accéder à un trou sans fond censé mener directement en enfer. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, les plans architecturaux semblent indiquer que les fortifications du château étaient orientées vers l'intérieur, comme si son véritable but n'était pas d'empêcher quelqu'un d'entrer, mais plutôt d'empêcher quelqu'un de sortir. Les bâtisseurs auraient même décidé d'ériger une chapelle directement au-dessus du gouffre, comme une ultime couche de protection divine contre les horreurs susceptibles d'en émerger. Et puis, il y a Mel's Hall, le trou de Mel. À première vue, l'histoire de ce trou paraît moins importante que celle de ses homologues antiques. Pourtant, il y a une bonne raison pour laquelle ce récit américain de gouffre sans fond captive le monde entier depuis près de 30 ans. Peut-être est-ce à cause du sérieux de Mel lui-même. Ou peut-être parce que son histoire s'inscrit si parfaitement dans les grandes lois du paranormal déjà établies. Quoi qu'il en soit, tout a commencé par un simple coup de téléphone. Le soir du 21 février 1997, un homme se présentant comme Mel Waters appela l'émission de radio nocturne Coast to Coast AM, l'un des programmes les plus populaires de l'époque. Cette émission s'était forgée une réputation en accueillant tout ce qui touchait à l'étrange, à l'occulte et à l'incroyable. Mais même l'animateur, Art Bell, pourtant vétéran des ondes paranormales, sembla sincèrement stupéfait par ce qu'il entendit cette nuit-là. D'une voix calme, presque factuelle, Mel expliqua à Bell et à ses auditeurs qu'il possédait une parcelle de terrain située à environ 14 km à l'ouest d'Ellensburg, dans l'État de Washington. Sur cette propriété isolée se trouvait ce qu'il appelait un trou sans fond, d'environ 3 mètres de diamètre et entouré de pierres. Lorsqu'il avait acheté le terrain, on lui avait appris que personne ne savait d'où venait ce trou, ni à quelle époque il avait été creusé. Tout ce qu'il savait, c'est que les habitants du coin l'utilisaient depuis des décennies comme décharge. Et plutôt que de faire la route jusqu'à la ville pour se débarrasser de leurs déchets, les gens du secteur avaient simplement pris l'habitude de jeter de la nourriture, des meubles cassés, des appareils électroménagers et même des carcasses de bétail dans ce vide. Mais il y a une chose étrange
disait Mel. Le trou ne semblait jamais se remplir, et rien de ce qu'on y lançait ne produisait le moindre bruit en touchant le fond. En réalité, aucun son ne semblait sortir du trou, pas même un écho. Alors que Art Bell le pressait d'en dire davantage, Mel expliqua qu'il avait récemment commencé à mener plusieurs expériences sur le gouffre, avec des résultats pour le moins surprenants. À ce moment-là, aucun des deux hommes ne pouvait encore savoir que la conversation qui allait suivre allait bouleverser leurs deux vies pour toujours. En s'adressant au public d'Art Bell via l'antenne de Coast to Coast AM, Mel commença à raconter une série de tests étranges qu'il avait effectués au cours des derniers mois. Ayant constaté de ses propres yeux que les objets jetés dans le trou ne produisaient aucun son, il avait d'abord voulu en mesurer la profondeur avec plus de précision. Pour cela, il avait pris une bobine de fil de pêche très résistante, au bout de laquelle il avait attaché un plomb d'environ 500 grammes. En utilisant le fil lui-même comme repère de mesure, il avait commencé à le descendre lentement en attendant que le poids touche le fond. Le problème, c'est que le fond ne fut jamais trouvé. Quand il fut à court de fil, Mel rentra simplement chercher une autre bobine, puis une autre, et encore une autre. Après avoir répété l'opération plusieurs fois, il réalisa qu'il avait déjà déroulé des dizaines de milliers de pieds de fil dans le trou, sans jamais sentir la moindre forme de résistance. Au total, affirma-t-il, il avait relié au moins 80 000 pieds de fil de pêche, soit plus de 24 kilomètres, sans jamais atteindre le fond. Aucun bruit, aucune vibration, aucun signe que le poids ait touché quoi que ce soit. Comprenant qu'il ne résoudrait pas le mystère de cette manière, Mel décida d'essayer autre chose. Il avait déjà remarqué que ces chiens se comportaient de manière extrêmement étrange dès qu'ils s'approchaient du trou. Et il en allait de même pour les oiseaux et les autres animaux sauvages. Ses propres chiens refusaient presque toujours d'en approcher, et lorsqu'ils s'en trouvaient trop près, il leur arrivait d'aboyer dans le vide et de mordre l'air comme s'ils réagissaient à quelque chose d'invisible. Et à bien y réfléchir, Mel ne se souvenait pas non plus d'avoir vu le moindre insecte près de l'ouverture du trou. Il décida donc de tester si d'autres choses pourraient potentiellement y réagir. Un jour, il eut l'idée d'apporter une radio portable sur place, et remarqua très vite que plus il s'approchait du bord, plus le signal se mettait à grésiller. S'il reculait, la réception redevenait normale. Mais s'il avançait encore davantage, la station changeait complètement, comme s'il venait de tourner le bouton sur une autre fréquence. À une occasion, Mel raconta avoir capté ce qu'il décrivit comme une musique d'un autre temps. Puis, en changeant de fréquence, il tomba sur la retransmission d'un match de baseball. Mais après l'avoir écouté plusieurs minutes, il comprit avec stupéfaction qu'il s'agissait d'un match qui avait été joué dans les années 60. C'est à ce moment-là que Mel décida de parler du trou à ses voisins. Après tout, il était encore relativement nouveau dans la région et il se disait que eux aussi avaient peut-être des histoires étranges à raconter. Et il avait raison. Au cours d'une conversation avec l'un de ses voisins, Mel mentionna le comportement bizarre de ses chiens près du trou. L'homme lui répondit alors qu'il avait lui aussi perdu un chien quelque temps auparavant. N'ayant pas envie de creuser une tombe, il alla simplement jeter le corps de l'animal dans le trou. Mais ce n'était pas la partie la plus étrange. L'homme poursuivit en expliquant que son chien mort était réapparu plusieurs jours plus tard. Apparemment, alors qu'il marchait dans les bois, il était tombé sur un animal ressemblant en tout point à celui qu'il venait de jeter justement dans le gouffre. En s'approchant, il avait constaté qu'il s'agissait bien de ce même chien, avec le même pelage, les mêmes couleurs et le même collier. Pensant que son vieux compagnon avait d'une manière ou d'une autre été ramené à la vie, il l'avait appelé. Mais l'animal l'avait complètement ignoré avant de s'enfuir dans les bois. À ce stade, Mel parlait à Art Bell et à ses auditeurs depuis un peu plus d'une heure. L'animateur le remercia pour son récit et lui souhaita bonne chance, pensant sans doute qu'il venait simplement d'offrir à son public une nouvelle grande histoire paranormale à méditer. Mais
Ce ne serait loin d'être la dernière fois que Mel et son trou sans fond apparaîtraient dans Coast to Coast AM. Entre 1997 et 2002, Mel devint une sorte d'habitué de l'émission. Et à chaque nouvel appel, son histoire prenait un tournant plus incroyable encore. Presque immédiatement après sa première apparition, la situation autour de Mel et du trou commença à changer. Au début, ce furent de petites choses. Des voitures étranges qui passaient lentement devant sa propriété tard dans la nuit. Des inconnus qu'il n'avait jamais vus auparavant qui marchaient sur les routes proches de son terrain. Peu après, lui et ses voisins commencèrent à voir des hélicoptères noirs sans marquage voler à basse altitude, à toute heure du jour et de la nuit. Puis les choses prirent une tournure beaucoup plus dramatique. Un jour, de retour d'un déplacement en ville, Mel découvrit que la route d'accès à sa propriété avait été bloquée par des militaires armés. Lorsqu'il demanda ce qu'il se passait, un soldat lui répondit qu'un avion s'était écrasé sur son terrain et que le gouvernement menait une opération de récupération. Cela lui sembla étrange. Personne en ville n'avait évoqué un crash, et Mel ne voyait ni fumée, ni flamme, ni aucun signe d'un accident. Après avoir insisté pour parler au responsable de l'opération, il fut approché par un homme en civil. À sa grande stupeur, celui-ci annonça calmement que la propriété avait été réévaluée et que le terrain relevait désormais de la juridiction fédérale pour des raisons de sécurité environnementale. Mais il y avait, disait-on, une bonne nouvelle. Le gouvernement allait verser à Mel 3 millions de dollars par an pour louer son terrain. En échange, il n'aurait qu'à signer un accord de confidentialité, quitter le pays et ne jamais revenir. Comprenant la menace implicite qui se cachait derrière cette proposition, Mel accepta l'offre et passa les 2 années suivantes en Australie. Et quelque chose dans toute cette affaire ne cessa jamais de le troubler. Finalement, Mel décida non seulement de revenir aux États-Unis, mais aussi de reprendre contact avec Art Bell pour lui raconter tout ce qui s'était passé. Seulement, dès que son avion toucha le sol sur la côte ouest, les événements basculèrent presque immédiatement dans le chaos. Après 2 années complètes passées loin de chez lui, Mel brûlait de revoir sa famille. Pendant son séjour en Australie, on lui avait diagnostiqué un cancer en phase terminale, et selon ses estimations, il ne lui restait plus que 6 mois à vivre. Peu après son retour sur le sol américain, il voyageait en bus pour aller rendre visite à son neveu lorsqu'une bagarre éclata à bord. Le chauffeur fut contraint de s'arrêter et d'appeler la police. Après avoir interrogé les passagers, les agents les répartirent dans différents bus afin qu'ils poursuivent chacun leur route. Mais Mel, lui, n'arriva jamais à destination. À sa place, il se réveilla 12 jours plus tard à San Francisco, sans aucun souvenir de ce qui s'était passé pendant cette semaine et demie. Des mois plus tard, en reparlant à Art Bell sur Coast to Coast AM, Mel affirma avoir découvert des marquages de piqûres et des résidus d'adhésif sur le bras, comme s'il avait été relié à une perfusion. Et ce n'était pas tout. Ses molaires du fond avaient disparu. Mais le pire l'attendait encore. Lorsqu'il alla retirer de l'argent pour pouvoir rentrer chez lui, il découvrit que les millions qu'on lui avait versés pour son terrain avaient disparu, effacés de son compte. Ébranlé mais déterminé, Mel tenta de retourner sur son ancienne propriété près de Helensburgh. Ses voisins lui apprirent alors qu'une importante opération s'était poursuivie sur le site tout au long de son séjour en Australie, avant qu'un jour, sans explication, tout le camp ne démonte et ne disparaisse. Quant au trou, il n'était plus là. Comme s'il s'était volatilisé, il semblait que Mel avait réellement tout perdu. Mais pas pour longtemps. Sa décision de reprendre contact avec Art Bell et de lui donner des nouvelles finit par porter ses fruits lorsqu'il fut contacté par une tribu amérindienne vivant dans le désert du Nevada. Car il se trouve que eux aussi possédaient un trou sans fond. Contrairement à celui de l'État de Washington, celui-ci n'était connu que de la tribu et de quelques bergers installés dans la région. Lorsque Mel arriva sur place, il découvrit un puits remarquablement semblable à celui qui se trouvait autrefois sur son terrain. Environ 3 mètres de large, noir et apparemment sans fond. Pourtant, quelques différences apparaissaient. Celui-ci était bordé d'un collier métallique,
et des anneaux de métal descendaient le long de la paroi aussi loin que le regard pouvait porter. Selon Mel, l'air autour de ce second trou paraissait lourd, dense, comme chargé d'électricité, et le métal qui embordait l'ouverture semblait usé au toucher. À la demande de la tribu et des bergers, Mel utilisa à nouveau du fil de pêche et un poids afin d'en tester la profondeur. Et une fois encore, des milliers de pieds de fil furent déroulés dans le gouffre, sans jamais en atteindre le fond. Ils décidèrent donc d'effectuer d'autres expériences. Comme une chaleur semblait se dégager du bord du trou, le groupe voulut vérifier si l'intérieur était réellement brûlant. Ils commencèrent alors à y descendre des seaux remplis de glace. Mais à leur grande surprise, la glace ne fondait pas. Au contraire, lorsqu'ils la remontaient, elle semblait avoir été transformée en une substance semblable à du sel. Et lorsqu'ils tentèrent ensuite de faire fondre ces glaces au-dessus d'une flamme nue, ils découvrirent que non seulement elle ne fondait pas, mais qu'elle prenait feu. Et pire encore, elle continua à brûler pendant des mois. Convaincus désormais que le trou avait le pouvoir de modifier les propriétés physiques des objets, ils décidèrent de tenter quelque chose de plus radical. L'un des habitants proposa qu'on le descende lui-même dans le gouffre, mais les autres le convainquèrent finalement d'utiliser à la place l'un des moutons des bergers. Et comme les chiens de Mel, l'animal entra dans une panique absolue dès qu'on approcha du trou. Malgré cela, ils poursuivirent l'expérience, abaissant le mouton jusqu'à une profondeur d'environ 300 mètres. C'est alors que l'animal, qui se débattait jusqu'ici frénétiquement, devint soudainement silencieux. Au même moment, une sorte de bourdonnement immense remonta des profondeurs de la terre. Et lorsqu'ils remontèrent finalement la caisse, le mouton était immobile, mort. Ignorant si l'animal avait péri asphyxié ou d'une toute autre manière, les bergers décidèrent de le dépecer afin d'essayer d'en déterminer la cause. Mais au moment d'ouvrir la carcasse, ils remarquèrent quelque chose d'horriblement étrange. Le mouton semblait avoir été cuit, de l'intérieur. Et plus troublant encore, toute sa cavité abdominale était remplie d'une énorme masse noire semblable à une tumeur. Et cette masse bougeait. Terrifiés, les hommes comprirent néanmoins qu'ils devaient l'examiner. Lorsqu'ils incisèrent délicatement cette sorte de tumeur, ils découvrirent à l'intérieur une petite créature fétale reliée au mouton par un cordon ombilical. Mel la décrivait plus tard comme ressemblant à un bébé phoque. Son corps paraissait encore embryonnaire, mais il distinguait en elle des caractéristiques à la fois aquatiques et mammaliennes. Pourtant, l'élément le plus dérangeant était ailleurs, ses yeux, car les yeux de la créature semblaient humains. Selon Mel, le groupe observa dans un silence pétrifié la créature, quelle qu'elle fût, ramper lentement jusqu'au bord de la table et étirer son corps en direction du trou. Sans un mot, Mel la ramassa. Elle était couverte d'un liquide épais et gluant. Puis il la déposa au bord du gouffre. Après quelques secondes, la chose bondit et disparut dans le vide. Aussi fantastique que tout cela puisse paraître, ce n'était pas encore la partie la plus incroyable de l'histoire. Après son retour du Nevada, Mel alla revoir son oncologue pour découvrir qu'il était désormais complètement guéri de son cancer. Ni lui ni son médecin ne purent fournir la moindre explication à cette rémission miraculeuse. Mais Mel, lui, resta convaincu jusqu'à la fin de sa vie que l'entité semblable à un phoque sorti du mouton avait un lien direct avec cette guérison. En 2002, Mel fit sa dernière apparition dans l'émission Coast to Coast AM d'Art Bell. Après 5 années passées à gérer 2 gouffres sans fond, à perdre sa terre et sa fortune, et à guérir d'un cancer terminal sans aucune explication, il semblait qu'il en avait finalement assez. Il ne rappela plus jamais l'émission. Il ne répondit plus ni aux emails ni aux messages. Selon certaines rumeurs, il aurait été enlevé une seconde fois, et cette fois, sa mémoire aurait été effacée de façon permanente. Quoi qu'il en soit, Mel était déjà un vieil homme lorsqu'il quitta le Nevada. Guéri ou non, il n'allait pas vivre éternellement.
Mais en ce qui concerne le site lui-même, le secret, lui, avait été éventé. Et avec le départ apparent des militaires, il n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un n'essaye de le retrouver. Dès l'instant où l'histoire de Mel fut diffusée à la radio, des gens voulurent voir le trou de leurs propres yeux. Au début, cela s'avéra extrêmement difficile, car Mel insistait sur le fait que l'armée avait pris possession du terrain et empêcherait quiconque de s'en approcher, quitte à user d'une force létale. Mais au fil des années, avec l'essor d'Internet et de l'imagerie satellite, de nouvelles personnes commencèrent à fouiller la région afin de localiser le mystérieux gouffre, même si les images du trou lui-même demeuraient rares. Certains affirment que cette rareté s'explique simplement par le fait que le trou a depuis longtemps été recouvert par l'armée, ce qui irait dans le sens de ce que Mel racontait dans les années ayant précédé sa disparition. Puis, dans les années 2010, une vidéo troublante circula en ligne. Elle prétendait monter un groupe de recherche utilisant un drone pour explorer le trou. En s'appuyant sur des archives d'images satellites, des transcriptions radio et d'anciennes cartes topographiques, ce groupe aurait passé des mois à trianguler l'emplacement le plus probable du site près d'Ellensburg. Finalement, ils auraient identifié une dépression circulaire correspondant assez bien à tous les éléments connus. Comme la zone était reculée et difficile d'accès, l'équipe décida d'envoyer un drone aérien de haute technologie. Équipé d'une caméra thermique et d'optique haute résolution, l'appareil survola la canopée forestière, scrutant la zone à la recherche du moindre signe d'anomalie. Et au bout d'un moment, il repéra un endroit où le sol paraissait plus sombre que celui des alentours. Lorsque le groupe fit approcher le drone, il révéla finalement un grand trou correspondant à la description fournie par Mel toutes ces années plus tôt. Excités, les chercheurs commencèrent à effectuer des relevés pour tenter d'obtenir une estimation de la profondeur ou de la température du gouffre. Mais au moment où ils s'en approchèrent davantage, les mesures se mirent à fluctuer de façon totalement incohérente. Puis ce fut au tour du GPS du drone de commencer à renvoyer des erreurs, comme si l'appareil n'arrivait plus à déterminer sa position exacte. Voyant que la caméra embarquée continuait à enregistrer, l'équipe décida alors de descendre le drone dans le trou, luttant pour garder le contrôle de l'appareil au milieu des parasites. Mais après seulement quelques secondes, le drone cessa brusquement de fonctionner et tomba dans le gouffre. L'appareil ne fut jamais retrouvé, mais la vidéo de cet incident fit aussitôt le tour d'Internet. Pourtant, aucun groupe ne s'est jamais officiellement manifesté pour affirmer être à l'origine de l'expédition. Et en l'espace de quelques semaines, des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles une activité nouvelle avait été observée dans la région. Simple coïncidence, ou bien l'armée était-elle revenue sur place pour terminer le travail avant que quelqu'un d'autre ne se décide à aller fouiller. Comme pour le reste de l'histoire, il se pourrait bien qu'on ne le sache jamais. Alors, que faut-il penser du récit de Mel ? Les sceptiques, évidemment, n'ont pas tardé à souligner à quel point toute cette histoire paraît fabriquée de toutes pièces. Personne, à part Mel lui-même, n'est jamais venu déclarer publiquement avoir vu le trou ou savoir précisément où il se trouvait. Plus encore, aucun registre public ne mentionne un certain Mel Waters dans le comté du Kittitas. Utilisait-il un pseudonyme pour protéger son identité ? C'est une possibilité. Mais on pourrait aussi tout simplement avancer que Mel n'a jamais existé. Des expéditions lancées à la recherche du site, y compris une mission très médiatisée en 2002 menée par l'homme médecine Gerald Osborne, se sont toutes soldées par des échecs. Et même si des images satellites ont parfois montré d'étranges dépressions dans la région, aucune ne correspondait exactement à la description. Le meilleur candidat possible fut finalement identifié comme étant un vieux puits, et lui, à l'évidence, n'avait rien d'un gouffre sans fond. Pour beaucoup, l'histoire de Mel ressemble exactement au genre de récit qu'Art Bell aurait pu utiliser pour créer du buzz autour de son émission. Il est d'ailleurs le seul à avoir affirmé avoir envoyé des gens sur le site. Dans une discussion avec Mel, il prétendit même que son équipe y avait découvert des traces de pneus et des empreintes de bottes laissant penser que l'armée était effectivement passée par là. Bien sûr, il est tout aussi plausible que Mel ait simplement mené Art Bell en bateau, un vieil homme désœuvré racontant des histoires sur une radio de nuit pour se divertir.
Et puis, il y a la science. Sur la question des gouffres sans fond, la science est plutôt claire. Lors de sa première interview, Mel affirmait avoir descendu plus de 80 000 pieds de fil de pêche dans le trou, soit environ 25 kilomètres. Réalistiquement parlant, cela équivaut à 3 fois le mont Everest, en profondeur. Non seulement il paraît peu probable qu'un homme ait eu autant de fils de pêche sous la main, mais les géologues rappellent aussi qu'à une telle profondeur, le fil lui-même serait détruit par la chaleur de la croûte terrestre. Quant au trou, la majorité des spécialistes s'accordent à dire qu'il serait géologiquement impossible. Une cavité de ce type s'effondrerait sur elle-même bien avant d'atteindre une telle profondeur. À moins, bien sûr, qu'elle ne possède ses propres propriétés spéciales, défiant les lois ordinaires de la physique. Les esprits plus ouverts estiment justement que le trou n'a pas besoin d'exister physiquement pour exister malgré tout. Selon eux, il pourrait s'agir d'un portail, une sorte de passage vers un autre lieu ou un autre temps. Mel, lui, n'a jamais cessé d'affirmer qu'il y avait quelque chose de profondément anormal dans le gouffre de sa propriété, quelque chose qui terrifiait les animaux et perturbait les appareils électroniques. Si la vidéo plus récente du drone est authentique, elle viendrait d'ailleurs corroborer ce qu'il disait déjà à propos de sa radio. Le trou pourrait-il représenter une faille entre l'espace, le temps ou les deux? Cela expliquerait la raison pour laquelle la radio de Mel semblait capter d'anciennes émissions et des matchs de baseball remontant à plus de 30 ans. Et que dire de ses effets sur la matière vivante? Le chien revenu d'entre les morts ainsi que l'entité découverte à l'intérieur du mouton s'accorderait assez bien avec d'autres récits de perturbations spatio-temporelles produisant toutes sortes de phénomènes exotiques. Au fond, l'un des meilleurs arguments en faveur de la sincérité de Mel pourrait bien venir des sceptiques eux-mêmes. Une théorie répandue chez les détracteurs affirme que Mel aurait utilisé un service appelé TerraServer pour repérer une zone volontairement noircie sur une carte, avant de prétendre simplement que son terrain se trouvait à cet endroit. Ainsi, les internautes qui auraient vérifié les coordonnées auraient eu l'impression que le gouvernement tentait effectivement d'empêcher l'accès aux cartes topographiques de la région. Le seul problème avec cette théorie, c'est que TerraServer avait été lancé 6 mois après le tout premier appel de Mel à Coast to Coast AM. Autrement dit, il n'aurait pas pu savoir à l'avance que cette zone apparaîtrait plus tard comme censurée. Beaucoup affirment que le trou de Mel n'est qu'un parfait exemple de la construction mythique, une histoire née sur les ondes puis entretenue et amplifiée par Internet. Mais si c'est vrai, alors pourquoi le terrain où le trou aurait existé reste-t-il entouré d'autant de secrets? Impossible d'ignorer le fait que le trou de Mel ressemble à une histoire de feu de camp. Mais pour d'autres, c'est au contraire le récit d'un homme qui a découvert un phénomène extraordinaire, avant que le gouvernement ne détruise sa vie et ses moyens de subsistance pour garder ce secret enfoui. Les sceptiques affirmeront qu'un tel gouffre est une impossibilité géologique. Les croyants répondront que ce trou n'a justement rien à voir avec la science, et qu'il n'a pas besoin d'en avoir. Au final, nous ne toucherons peut-être jamais le fond de cette histoire, au sens propre comme au sens figuré, si tant est que ce trou ait réellement existé. Et le récit, lui, continue de survivre, non pas grâce aux preuves, mais grâce à la possibilité. Dans un monde qui serait normalement gouverné par les faits, il reste encore un peu de place pour l'inexpliqué. Et c'est peut-être exactement pour cela que cette légende demeure encore aujourd'hui toujours aussi fascinante.
Oh. How about, she needs to be strong, right? She has to. Yeah, you know, it's just that in the middle of this desert, they crucified her right after she left the plastic surgeon. That's what happened, you know? She literally just left the plastic surgeon, and they did something so fucked that they crucified her. Yeah, they are definitely flotation devices. Gosh. That's not how... That's not how boobs even work. Like... There's a lot more to boobs than this slider. I feel like... the person who made this slider has never... touched real breasts. Sorry. Okay. Oh gosh. We go. Starting. Why is this an option?